La prohibition de l'alcool au Canada. Comment ça, c'est dans le même frémagogue? Au 19e siècle, il y avait surtout, du côté de la population anglophone du Canada, beaucoup de mouvements pour la tempérance, c'est-à-dire qui prônaient l'abstinence de la consommation de toute forme d'alcool. D'ailleurs, de 1855 à 1865, dans le canton de Magog, il se pratiquait une tempérance sans licence, c'est-à-dire qu'aucun permis de vente d'alcool n'était émis. Même notre copain Ralph Mary, le 5e du nom, aura un hôtel de tempérance, c'est-à-dire un hôtel avec un bar sans alcool. En 1864, le Canada uni met en place le Duncan Act, qui laisse le soin aux villes et villages de légiférer sur la vente d'alcool. Cette loi deviendra l'Acte de tempérance du Canada en 1878. Une municipalité devait réunir une pétition signée par 25% de ses électeurs pour ensuite tenir un vote. Magog sera au régime sec pendant 11 mois en 1879. Et après, on limitera le nombre de permis de vente d'alcool à 2 dans le canton. Pour un certain temps, la consommation d'alcool était légale si elle était prise lors d'un repas à l'hôtel. On raconte que certains hôtels avaient leur sandwich au fromage qui faisait des allers-retours entre la table et la cuisine. Il finissait par moisir à force de ne jamais être mangé par les multiples buveurs qui le commandaient. La prohibition est à son paroxysme dans les comtés de Brome et Stansted dans les années 1880. Et à Georgeville, en 1885, on s'insurge puisque le gouvernement provincial ignore la loi du Dominion et émet pour 150 $ un permis de vente de boissons sur le vapeur Lady of the Lake. En 1898, le gouvernement de Wilfrid Laurier, le monsieur sur les 5 $, organise un référendum sur la prohibition. Le oui l'emporte partout au Canada, sauf au Québec où le non l'emporte. Comme la marge de la victoire n'est pas marquée, c'est-à-dire 51,2% pour le oui, le gouvernement Laurier décide de ne pas appliquer la loi. De toute façon, le pays est déjà pas mal au régime sec. À partir de ce moment, chaque province émet différentes restrictions qui sont éventuellement abandonnées dans les années 20. Par contre, nos voisins prennent les choses fortement au sérieux et à partir de 1920, la prohibition version Hollywood est mise sur pied pour le plus grand plaisir de nos inventifs trafiquants locaux. Un trafiquant d'Airsliff installait une espèce d'entonnoir devant ses tonneaux et les traînait avec sa chaloupe. S'il se faisait courir après par des agents, il coupait tout simplement la corde. Parlant de corde, pour passer des bouteilles en train à la frontière, des petits génies attachaient leurs bouteilles par le goulot et les faisaient pendre à l'extérieur du wagon quand les douaniers passaient pour vérifier. La prohibition a vu apparaître les linehouse, des bâtiments construits à cheval sur la frontière pour déjouer les lois des deux pays. La prohibition aux États-Unis se terminera en 1933. De notre côté de la frontière, elle prendra la forme d'une commission des liqueurs dès 1921. Je vous laisse avec cette parole de mon grand-père. Dans les petits pots, les meilleurs onguents. Dans les tonneaux, le meilleur rhum blanc.